Thierry, on va peut-être basculer sur la cuisine pour que Julien nous explique un petit peu ce qu'il est en train de faire. On voit des cébettes qui sont en train de confire. On voit son commis, rappelle-moi ton prénom. Corentin, qui est en train de détailler les cébettes. Julien, tu nous racontes un petit peu ta recette pour mettre l'eau à la bouche à nos visiteurs, comme ça ils vont nous rejoindre dans cette cuisine. Alors on a les cébettes qu'on a saisies, déglacées en bouillon de légumes avec du romarin, du miel local, du sel, du poivre. 10 minutes, un quart d'heure. Une fois qu'elles sont juste fondantes, elles sont prêtes à servir. Nos asperges ont été juste blanchies à l'eau. On finit de les retirer tout doucement pour leur donner une belle coloration. Alors ça m'intéresse de savoir comment tu cuis tes asperges. Tu les fais blanchir seulement. Donc. Alors on écuissonne, on lève les petites pointes des asperges. C'est un peu long, mais ça évite d'avoir toujours la petite amertume. Une fois qu'elles sont, moi je préfère à mi-cuisson des belles asperges comme ça, 8-9 minutes à eau bouillante très salée. Parce qu'elles sont un peu grosses aussi. Celles-là, elles sont assez grosses, oui. Eau très salée, ça c'est important, eau très je sais salée, que vous le dites souvent. Toujours pour avoir un beau verre comme ça. Et après, on finit de les retirer à l'huile d'olive tout doucement jusqu'au moment de servir. Alors l'huile d'olive, on va, comme on nous entend dans toute la foire, on va dire à ton tonton de nous rejoindre parce que tu travailles avec l'huile d'olive du tonton, qui est aussi exposant de la foire. Donc dans un instant, il nous rejoindra, il nous parlera de son huile d'olive. Donc les asperges sont en train de rôtir à l'huile d'olive tout doucement. Et les cébettes, donc tu les as cuits dans un petit peu de bouillon de légumes. Bouillon de légumes, romarin, du miel de Corrance qui est excellent, miel de printemps, et des flocons de sel et du poivre sauvage. On a sur la foire un producteur de miel qui est là, donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite. On a Cook Me qui fait des super épices dans le hall de la gastronomie. On a évidemment les vins de Provence avec Corrance et Estendon. On a aussi le domaine Vaqueras. On a des vins des Côtes-du-Rhône. On a tout un choix de producteurs dans le hall de la gastronomie et devant le hall, des producteurs locaux, des producteurs de qualité qu'il faut aller voir en passant par cette cuisine. Alors Julien, c'est vrai que finalement Marie et Julien, ils jouent à domicile parce qu'il est, donc chef au jardin donc à Brignoles. Comment vous avez démarré? Comment vous avez commencé ce métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie, Julien, d'être dans la cuisine et de faire de la gastronomie? Alors j'ai toujours fait de la cuisine, lycée hôtelier à Hyères, dans le Var, parcours on va dire classique. Après l'envie de voyager qui m'a donné envie aussi de faire de la cuisine et qui m'a donné envie de voyager, qui m'a donné envie de faire de la cuisine. Ça, c'est aussi l'influence qu'on a au jardin. On mélange beaucoup de cultures de différents continents. Et après, l'opportunité fait que de venir s'installer sur la terre natale est venue. Brignolaise, ben oui, c'est vos terres finalement. Hein. C'est ça. Vous êtes sur vos terres et c'est toujours un plaisir de travailler chez soi, surtout dans cette belle Provence. Et vous vous entourez de belles personnes. Quand on est chef, on a besoin d'avoir ses producteurs, ses éleveurs pour la viande, pour des maraîchers aussi, je suppose. Oui, c'est primordial. On a un terroir vraiment riche. Là, on a le miel, on a les asperges qui viennent du canton, les cébettes. Là, on arrive au printemps, on a tous les légumes qui arrivent, les artichauts, les fèves. Enfin, il y a de quoi faire. Les fromages de chèvre et de brebis frais qui arrivent aussi. Donc, il y a de quoi faire pour attaquer l'été. La carte, on va parler de la carte dans un court instant, mais le lieu, ce restaurant, le jardin à Brignoles, vous nous décrivez un peu le lieu pour que vous puissiez nous donner envie en tout cas aux personnes qui ne connaissent pas encore. Oui, il y a encore beaucoup de monde. On est dans le centre-ville, avenue de Réau. On a un jardin, une cour qui est derrière, arborée, qu'on a toute l'année. Et on a une décoration assez épurée. Le restaurant, on va dire, c'est pas un tour du monde, mais un peu dans l'esprit. On mélange des influences du parcours asiatique, californienne, enfin tout ça, qui fait que c'est une cuisine atypique. C'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts du coup au restaurant. Et puis une carte qui évolue au fil des saisons, je suppose, hein, Marie. Je pense que Julien, vous faites évoluer cette carte sur des saisons. Tout dépend de l'arrivée des produits et des saisons. La carte peut changer toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, des fois une semaine. Ça dépend de la maturité des produits, de l'envie.
des inspirations, ça dépend de pas mal de choses. Bien sûr, je vous laisse cuisiner, mais est-ce que vous avez également chez vous une signature forcément, mais un dessert signature ou encore une recette que vous aimez travailler plus qu'une autre Alors moi, en général, je cuisine ce que j'aime manger. C'est ça, c'est déjà l'esprit. Oui. Et moi, j'aime beaucoup le poulpe et c'est un de nos best-sellers. Le poulpe croustillant, comme on le fait. D'accord. Puis, on va dire classiquement en courbouillon. Oui. Et après, on le panne avec une panure spéciale du jardin. Et on fait un houmous d'aubergine fumée qui va avec les pickles de légumes. Et c'est un plat qui est vraiment... voilà, une fois que la saison arrive, c'est un de nos plats phares. D'accord, donc il y a beaucoup de poissons également au restaurant. Pareil, c'est les saisons. Là, on est arrivé dans les poissons bleus, la bonite, le maquereau, donc on a fait de la bonite. Une fois qu'on a eu de la Saint-Jacques, en général, c'est équilibré. Peut-être un peu plus de viande l'hiver, un peu plus de poisson l'été, ça dépend de la saison, de la maturité des produits et de l'arrivage aussi. On essaie de faire le plus court possible et le plus de saison possible. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va découvrir avec vous, Marie, en plus avec l'évolution de cette recette. Et ça sent très très bon, Marie. Ah oui, ça commence à sentir bon. De toute façon, à chaque fin de démonstration, on vous fait goûter. Donc vous nous direz si c'est bon. Mais jusque-là, on n'a pas eu d'échec cuisant. Tout le monde a joué le jeu et le public s'est bien régalé. Donc à chaque fin de démonstration, on fait goûter. On fait déguster aussi un accord mets et vins en partenariat avec les vins de Provence. Alors pour revenir sur le restaurant de Julien, parce qu'il dit ça comme ça, mais il est maître restaurateur. Donc on rappelle que le maître restaurateur, c'est un titre d'État qui est délivré pour certifier une cuisine faite maison. Il est également table gourmande au Goemio. Et puis c'est surtout, sa table, c'est en plus d'une cuisine de saison et une très très bonne cuisine, c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors Julien, on en est où? Alors, tu prépares, qu'est-ce que tu prépares là avec mousse de chèvre, quelque chose comme ça? Ça, c'est de la burrata. La burrata. C'est un produit que j'affectionne beaucoup en période estivale pour amener le lacté, la fraîcheur. Qu'on va mettre une toute petite pointe sur notre fondu de cébette et nos asperges croquantes. Une petite tranche de bonite fumée qui est assez puissante, qu'on sale maison, qu'on fume pareil maison. Alors c'est ça, parce que la bonite, donc dans les recettes qu'on vous distribue, vous avez le déroulé. C'est pas très compliqué à faire. Moi, je voudrais juste avoir l'astuce si on n'a pas un fumoir. Alors, on n'a pas besoin d'acheter un fumoir. Sur des petites quantités, par exemple un morceau comme ça, un faitout, même un faitout comme ça, ou une cocotte minute un peu plus haute, avec une grille, il suffit juste de pouvoir faire même... si on veut faut que ce soit quelque chose qu'on peut fermer. D'étanche qu'on peut fermer, une branche de thym bien sèche, du romarin bien sec avec... un petit peu de sciure, peu importe le goût que vous voulez. Vous fermez une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend de votre goût, jusqu'à 1 heure ou 1 heure et demie, des fois plus. C'est ça, parce qu'on peut juste faire brûler une petite branche de romarin, on met dans la cocotte minute déposée sur une grille, on vérifie de temps en temps si le goût n'est pas assez fumé. Celle-là, je les ai fumées 1 heure et demie. Et vous allez goûter, vous allez voir, c'est très peu fumé, c'est juste en fond de bouche, c'est pas agressif du tout. Et en fait, c'est le fumage qui cuit le poisson, c'est ça, si je me trompe pas? Alors, on fait une coction avant, ça reste au sel et au sucre. Alors, c'est ça, tu fais un mélange sel, sucre, zeste, poivre dans un saladier. C'est ça, on mélange. T'enduis ton poisson avec ça? On enduit le poisson sur un film, on fait des petits trous pour laisser recracher. Le but, c'est de retirer toute l'eau du poisson, ça marche très bien aussi avec la viande. Et on peut le laisser, pareil, selon le goût. Là, la bonite, elle est restée 14 heures à peu près au sel. Voilà, comme pour faire un saumon fumé. On la rince, on la laisse un peu respirer quelques heures. Et après, on peut, si on veut, ou la fumer, ou alors on peut même la mariner comme un gravlax dans ce cas-là. D'accord. Et on marine pas. Donc c'est faisable, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Il faut juste un peu de patience, parce qu'il faut le préparer la veille, le laisser reposer. Mais c'est ce qu'on dit depuis hier, il faut de la patience. Ouais, t'embête pas. Alors Corentin, lui, prépare les asperges de son côté. Corentin taille les asperges pour pouvoir monter les petites bouchées, pour pouvoir essayer de faire goûter à tout le monde. Et après, on va tailler la bonite et puis on va monter nos assiettes. On a nos œufs de truite aussi. J'ai oublié sur la recette tout à l'heure. On va rajouter dessus la bonite.
Ok, donc en Pour fait, rajouter un peu plus de iode. on va avoir des asperges, de la cébette confite, les asperges cuites comme ça dans l'huile d'olive, de la cébette confite, C'est ça. une burrata pour apporter un petit peu de gourmandise et de crémeux, la bonite séchée, les œufs de truite. Et c'est tout. Les œufs de truite, ça se trouve où, Julien? Alors on peut en trouver, selon les supermarchés, on peut en trouver, autrement chez le poissonnier. Chez le poissonnier, Ouais. ok. Et Œufs de truite, ça peut se remplacer œufs de saumon, œufs de hareng. C'est comme la bonite, si vous voulez pas fumer, ça se remplace très bien par du maquereau fumé ou de la truite fumée. Ça fonctionne aussi. Truite fumée et burrata, asperges, ces 3 éléments marchent très bien ensemble déjà. Ouais, donc des choses en fait qu'on peut refaire à la maison assez facilement. Facilement l'été, c'est frais. On voit la recette du chef, on prend peur, mais il y a toujours des petites astuces pour arriver à le refaire à la maison. Je vous repasse le micro, Thierry. Je vous invite à nous rejoindre parce qu'on va, d'ici peu de temps, on va déguster et puis on va aussi avoir Monsieur Roland Mistre qui va venir sur scène nous parler de l'accord mets et vins qui va avec cette recette. Merci beaucoup Marie. Et oui, Roland qui est avec nous, qui nous a rejoint, il est œnologue. Et alors moi, pour la petite, j'ai une petite anecdote, c'est que tout à l'heure, on parlait justement de viande ou de poisson au sel. Et la première fois que j'en ai fait, j'avais eu une recette d'un chef qui m'avait fait faire un filet mignon, qui avait fait faire un filet mignon au sel comme ça. Et moi, j'ai oublié le temps, on va dire, qu'il fallait le laisser dans le sel. J'ai laissé ça un mois, plus d'un mois, je crois. Et alors, c'était immangeable, mais j'avais beau le mettre dans l'eau, impossible de récupérer, mais je l'ai quand même utilisé pour faire des bouillons, enfin bref. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Mais c'est vrai que c'est sympa et c'est vraiment bluffant quand on fait son filet mignon donc au sel. Là, ça n'a rien à voir parce que c'est du poisson. Et je voudrais revenir justement, Julien, on va parler de ce poisson parce que vous parlez souvent de poisson bleu et le maquereau fait partie du poisson bleu, la bonite. Pourquoi le poisson bleu? Parce qu'il paraît qu'il y a des nutriments, il y a des... Et c'est aussi le rythme des saisons. C'est un poisson qui est maigre. Ah, oui. Après, il faut aimer, c'est des poissons très musclés, donc c'est dense. Moi, j'aime beaucoup le thon. Mais après, voilà, on suit aussi la saison. Là, les poissons bleus, ça commence jusqu'au mois de juin. Il y a aussi les sardines qu'on a fait cette semaine. En Provence, voilà, c'est vrai que les sardines en tonines, Provence... tout dépend de la criée. Mais là, on est en pleine saison, donc vous pouvez aller en acheter sans problème. Bien sûr. Et pour les astuces, c'est vrai que moi aussi j'ai découvert, et peut-être Marie vous l'a dit tout à l'heure, le chef vous l'a dit, mais pour les asperges, pour bien garder le verre, de l'eau bien salée, moi aussi ça j'ai découvert grâce au chef finalement. Moi, je vais tailler parce que quand on met ça, quand on fait blanchir, que ce soit les asperges ou autres, brocoli, on travaillait le brocoli cette semaine, et ben pareil, on met ça dans de l'eau salée et ça permet de garder ce vert presque fluorescent. C'est ça, mais ça fait partie des petites astuces de chef. Donc soit faire cuire dans une eau très salée. Sinon, on a eu aussi hier Raphaël qui nous expliquait que lui cuit à la vapeur les petits pois, les asperges. Et comme c'est à la vapeur, c'est pas agressé, elles gardent leur verre. Et sinon, l'autre astuce, en fait, c'est dès que la cuisson est terminée, vous plongez tout ça dans un grand saladier avec de l'eau très froide et des glaçons. Comme ça arrête la cuisson et ça garde le verre fluo. Et pour les petits pois, c'est magique parce qu'ils restent bien ronds, bien verts. Il y a même des chefs qui les mettent dans une eau glacée, mais gazeuse. Voilà, ça c'est chef Alain Ducasse qui m'avait appris ça. Donc en fait, c'est des petites techniques qui permettent de bien garder le goût, de bien garder un bel aspect. C'est pas grand-chose à faire, mais ça change tout. On va détailler la bonite, Julien, c'est ça. On va passer peut-être la parole à Roland qui va nous parler de l'accord mets et vins qu'il a choisi en partenariat avec les vins de Provence. Un coteau varois ce matin. Roland, je vous laisse le micro. Merci Marie. Alors bon, je vais vous parler d'un domaine que je connais un peu personnellement, puisque c'est le domaine familial qu'on exploite avec mes enfants. Donc, domaine de la Grande Vigne, Coteau-Varois, en Provence, donc sur Brignoles. Alors, si on peut repasser la carte comme ça, je vous introduis, avant de parler du vin lui-même. Donc, je fais un résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier, puisque notre sponsor étant le CIVP, donc nous avons à parler des vins de Provence en général. Et aujourd'hui, et ce matin en particulier, des coteaux-varois. Donc les vignobles de Provence, donc les côtes de Provence entre 20 et 22 000 hectares, les coteaux-varois 2 000 hectares, les coteaux d'Aix autour de 3 000, donc qui sont les appellations essentielles. Et vous avez à l'intérieur de la zone, donc les DGC, les délimitations géographiques contrôlées, qui sont la première qui a été mise en place donc sur le territoire, c'est Sainte-Victoire. Ensuite, nous sommes venus sur le territoire de la Londe.
pour ensuite donc classer la zone de Pierrefeu, hein, Puget-Ville, Cuers, Pierrefeu, Notre-Dame-des-Anges autour de Gonfaron, et puis la zone extrême cristalline de Fréjus pour les Côtes de Provence, Fréjus. Voilà. Donc, alors, pour ce qui est de la Cormet vin, donc on va vous présenter un blanc donc, à base de grenache blanc et de rôle, dont une des particularités étant dans l'élevage et la vinification, une vinification pour partie en bois d'acacia, ce qui apporte au niveau du côté floral et fruité une douceur par rapport à l'élevage sous bois. Voilà. Donc avant de vous parler de dégustation, je pense qu'on va attendre un petit peu puisqu'on va ensuite on va le distribuer pour l'instant. Hein, mais sachez que notamment au niveau de l'équilibre entre la minéralité et le côté floral et fruité, ça devrait, notamment au niveau des caractères un peu sauvages de sauge et d'aneth qu'on va retrouver, ça devrait parfaitement donc rehausser les valeurs gustatives du plat donc, préparé par notre chef Julien. Voilà. Merci beaucoup Roland. Roland, votre métier, vous êtes œnologue? Oui, œnologue depuis 1900. Depuis longtemps, quoi. Et c'est quoi le travail de l'œnologue? Le travail de l'énologue, alors l'énologue, il peut être disons, s'insérer dans toute la filière, hein, donc aussi bien de l'aval que de l'amont. Moi, personnellement, au niveau de l'énologue conseil, on s'appuie sur le laboratoire d'énologie et ensuite, on accompagne l'ensemble des vignerons, soit en cave particulière ou en cave coopérative, dans le choix, dans la finesse du process d'élaboration et ensuite dans toute la période des assemblages qui est très importante puisque on détermine les cuvées en fonction des desiderata du propriétaire ou de la cave et donc sur un profil bien ciblé qui correspond à ce qu'il au niveau marketing et commercial. Voilà. Et puis après au restaurant, il y a le sommelier, là c'est un autre travail. Voilà. Après vous avez les sommeliers qui accompagnent effectivement donc les chefs dans la présentation des vins puisque là il s'agit de bien de faire la liaison entre le plat et notamment pour mettre en valeur tout ce qui est gustatif, mais avec un vocabulaire un petit peu différent, sachant que nous au départ on est essentiellement technique et ça nous permet de cadrer donc par rapport à l'équilibre du vin ou de l'assemblage qu'on va retrouver au niveau de l'acidité, de l'alcool, du tanin, des équilibres, des arômes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut apprendre, justement, il y a pas des cours, mais il y a des stages où on peut justement apprécier les vins. Il faut un verre particulier, une forme particulière, c'est important. Quand on veut conserver les vins, il faut les mettre bien à plat, il ne faut pas les conserver debout, hein, aussi. Oui, alors, toutes les personnes donc, qui aiment... déguster, qui aiment le vin ou autre, donc sont capables d'apprécier les qualités gustatives d'un vin. Il y a très peu de personnes qui ne ressentent rien. On dit qu'il y a un terme pour les caractériser, c'est l'anosmie. Hein. Mais bon, il y en a très peu, hein, donc je ne parlerai pas des gens anosmiques. Je pense plutôt que ceux qui sont dans la salle ne le sont pas. Ils sont plutôt des amateurs de vin. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc, la présentation, on choisit effectivement un verre un peu particulier qui se referme, hein, donc, parce qu'à l'agitation, ça nous permet de reconcentrer les arômes et d'avoir une intensité aromatique plus importante que si vous preniez un verre simple, hein, donc un verre ouvert. Hein, donc voilà, un verre ouvert ne permet pas d'avoir une concentration et une intensité aromatique comme on souhaiterait la mettre en valeur. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau à ce micro. Roland Mistre, merci œnologue. Marie, il nous reste encore 2 minutes de direct pour présenter cette recette. Pardon. Oui, je voulais surtout dire à nos visiteurs de nous rejoindre puisque notre chef Julien Tosello est en train de dresser donc cette recette d'asperges, de bonite et de burrata. Moi, j'ai déjà très très faim. Et ensuite, on va procéder à la dégustation aussi bien de la recette que des vins avec modération. Et à midi, nous continuerons avec le chef Julien Bazano qui nous fera l'apéro provençal. Donc Julien Bazano qui est chef à la Bastide du Beau-Sévieux. On va faire un bel apéritif provençal avec de la focaccia. Je vous mets l'eau à la bouche. Et puis après la pause déjeuner, nous continuerons avec Pascal Barandoni, notre top chef varois, qui lui nous fera un pâté croûte. Et à 16h, Nicolas Pierantoni nous rejoindra pour faire une démonstration de pâtisserie avec son chef Kevin Rénal. Nous ferons une charlotte aux fraises Chantilly-Tagette pour conclure cette journée en gourmandise. D'ailleurs, vous avez un jeu sur les réseaux sociaux de la foire pour gagner des places aux 25 ans de l'abbaye de la Selle. Donc vous avez toute la journée pour jouer.
Merci beaucoup Marie. Et oui, on fera le tirage au sort avec vous d'ailleurs, avec le chef Nicolas Pierantoni, chef à l'abbaye, à l'hostellerie de l'abbaye de la Selle. Là, on met tout là-bas. On sera là ensemble et puis vous pourrez venir goûter. Oui, et on retrouvera sur le Var des gastronomes certainement des photos, des vidéos de ce week-end de la gastronomie. Je regarde justement le temps qu'il me reste juste derrière notre ami Roland Mistre. Merci beaucoup Roland. Allez, une vingtaine de secondes. Mesdames, messieurs, vous avez entendu Marie Tabaki du Var des gastronomes. Venez nous rejoindre. Il est temps maintenant de découvrir la recette, finaliser l'assiette de présentation et puis bien évidemment vous allez déguster voilà ce que nous a préparé le chef là ce matin. Très bonne journée à tous.